Bonjour à toutes et tous et bienvenue parmi nous. Ce podcast s'adresse aux jeunes, aux vieux, aux membres actuels ou aux membres passés de notre communauté de l'ENVT. Il s'adresse au personnel, aux étudiantes et étudiants, aux enseignants et enseignantes. Il s'adresse à celles et ceux qui, comme nous, ont envie d'en apprendre plus sur l'école vétérinaire de Toulouse. Sur son histoire incroyablement riche, ses actualités et son avenir. Sur toutes les personnes que nous côtoyons tous les jours, avec qui nous échangeons parfois un sourire ou quelques mots, mais que nous n'avons jamais pris le temps de découvrir. En bref, sur tout ce qui fait la richesse de la mosaïque qu'est notre école. Bienvenue dans les Chroniques du Touche. Comment tu veux faire la phrase d'intro ou pas, Nicolas? Je peux. Tu peux et tu rajoutes juste mon nom dans la phrase. Juste 2 secondes pour la lire, histoire que je sois au courant. Je dois rajouter ton nom à quel endroit? En fait, parce que je dis que... je suis en présence de... Voilà, c'est ça. Je suis en présence de Jessica Jessica Juste Bonnet, donc... Toujours pas d'avoir son nom de famille, hein. C'est simple. On ne bégaye pas. Juste Baudonnet, ça va, c'est facile. C'est plus facile que le mien. Alors pourquoi tu dis que personne sait le prononcer? Parce que il fallait que je mette des blagues sur Instagram. Ok, t'en es là quoi. Ouais, mais c'est vrai, la plupart des gens dans le sud-ouest ils m'appellent Bronaisan ou des trucs comme ça. Non. Si, beaucoup. Bah si toi t'as un nom compliqué à prononcer, ça. Non mais ça vous se rend. Bah oui. Bon, bref. Ok. C'est quand tu veux, ça tourne. Ouais, ça tourne, donc on pourra couper. Ok, bah écoute, on va faire un essai, puis si ça marche pas, on recommencera. Hein. Ok. Le plus dur c'est de démarrer, il paraît. Ouais. Et du coup, je fais la première question, je fais l'intro, je fais la première question, ou tu enchaînes la question, comme tu veux. Bah ouais, c'est ça, elle va dire bonjour, et puis tu vas dire, on va commencer par la base. Ouais. En fait, on va te dire bonjour, donc a priori, il faut que tu dises bonjour, sinon ça va vraiment partir sur de mauvaises bases. Tu vas vraiment être perçu pour désagréable dès le début, tu vois. Bonjour. C'est un podcast avec une seule personne, c'est un monologue en fait. Pour l'entretien de cet épisode, donc nous sommes en présence avec Philippe de Jessica Juste Baudonnet, qui est diplômé de l'ENVT en 2019 et qui a récemment changé de vie et s'est lancé à corps perdu dans l'une de ses passions, la terrariophilie. Alors bonjour Jessica. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et donc on va commencer avec une question relativement simple. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement ton parcours et ce que tu fais actuellement et plus particulièrement le lancement, si j'ai bien compris, de ta marque qui s'appelle Therapodia. Ouais, alors c'est une histoire assez longue, enfin ça dépend d'où on l'apprend, mais mon parcours est assez classique jusqu'au diplôme vétérinaire. J'ai fait une prépa ici à Toulouse, suivie de l'école véto. Donc quand j'ai eu mon diplôme, j'ai décidé d'exercer en pratique canine. J'ai eu du mal à trouver à Toulouse. J'ai trouvé que des temps partiels, donc j'ai commencé par ça au début. Et ensuite, on a décidé, donc avec Pierre-Yves, mon conjoint, de partir dans les Bouches-du-Rhône parce qu'il a eu une opportunité professionnelle. Et lui se lançait dans une création d'entreprise. Donc, il a fallu que je trouve des ressources pour nous financer pendant ce moment-là. Et donc, j'ai accepté un travail en canine à temps plein. J'ai fait ma période d'essai, ça s'est pas bien passé, donc je suis partie au bout d'1 mois, un peu avec perte et fracas. J'ai démissionné parce que ça s'est vraiment très mal passé. Et suite à ça, j'ai retrouvé un travail 48 heures plus tard. Tu étais en train de dire qu'il manque de vétérinaires en France, c'est ça? Non, ouais, c'était vraiment en plus un poste qui était pas pourvu depuis très longtemps. Les vétos cherchaient depuis des mois et des mois, donc je suis un peu arrivée comme le messie. Et c'est un poste que j'ai gardé 14 mois, pareil en canine, à temps plein, avant effectivement de changer complètement de chemin pour plein de raisons en fait qu'on va peut-être évoquer plus tard. On ne spoil pas tout. Après, tu peux parler toute seule pendant 1 heure, c'est pas un problème, mais... Et donc voilà, je me suis retrouvée, j'ai dû arrêter cet emploi-là et je me suis retrouvée à devoir trouver un autre moyen de subsister. Et là, en fait, c'est passé par plusieurs phases déjà. C'est un peu difficile quand on quitte ce milieu parce qu'on se dit,
j'ai appris à faire ça et je sais faire que ça, donc qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et en fait, avec un peu de temps et de réflexion, on se dit, peut-être que je peux mettre à profit des passions que j'avais, peut-être que je peux faire d'autres choses dans lesquelles je suis compétente et qui peuvent, pourquoi pas, un jour être plus créatives. Donc j'ai aussi eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle, ce qui m'a permis d'avoir des aides à la création d'entreprise et donc d'avoir une sorte de filet de sécurité pour me lancer dans la création d'entreprise, puisqu'en fait, c'est comme si je touchais le chômage, mais tout en travaillant. Donc ça veut dire que si j'ai pas de revenus à moi, j'ai quand même la sécurité du chômage, puisque j'avais quand même travaillé 2 ans auparavant. Et donc ça m'a permis d'explorer un peu toutes les passions laissées de côté pendant mes études, parce que c'est quand même nos études sont quand même très chronophages. Et ça m'a permis vraiment de me dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aimerais faire dans la vie si en théorie j'avais aucune contrainte financière, si j'avais pas de contrainte. Enfin voilà, si j'avais vraiment le choix de faire ce que je veux comme je l'entends, qu'est-ce que je ferais? Et mes passions de toujours, ça, c'était l'observation du vivant. C'est comme ça que je me suis orientée vers les études vétérinaires, mais de biologie en général. Je ne savais pas que je voulais faire vétérinaire quand j'étais au lycée, par exemple. Et l'observation du vivant passe effectivement par la terrariophilie. C'est quelque chose que j'avais découvert quelques années auparavant et qui m'a beaucoup marqué, qui m'a fait retomber un peu en enfance et dans lequel j'ai voulu vraiment mettre toute ma force et toute ma passion, parce que ça représente beaucoup de choses pour moi. Et ça a été très salvateur pour moi de me lancer à corps perdu là-dedans après les mauvaises expériences que j'ai eues en clinique, parce que tout d'un coup je pouvais renouer avec mes passions, je pouvais faire ce que j'aime faire sans contrainte, sans pression, sans compte à rendre. Travailler pour soi, c'est extraordinaire quand on a été salarié toute sa vie. Sa longue carrière. Sa longue carrière de 2 ans, mais sans pression. C'est quand même, être vétérinaire, c'est un boulot dans lequel on a énormément de pression, et là, tout d'un coup, se lancer dans quelque chose de créatif, ça a été très, une belle catharsis. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste, ta nouvelle vie? Alors, en fait, ça a déjà évolué, parce que j'ai commencé il y a 1 an, donc en février 2022, et au début, c'était mettre à profit ce que je savais faire pour essayer d'en vivre, et ce que j'aimais faire. Ce qui me donnait beaucoup de plaisir, ce qui me donne toujours beaucoup de plaisir, c'est de fabriquer des choses. Et j'ai commencé par fabriquer des terrariums, donc des espèces de petits écosystèmes naturels dans lesquels on peut voir évoluer des décomposeurs, des petits animaux, ou même juste des terrariums simplement décoratifs, sans vie à l'intérieur. Mais mon parti pris, ça a été quand même de faire quelque chose qui allait plus loin, qui était plus fidèle à ce qui se passe dans nos environnements. Quand on dit terrarium décoratif, on pense souvent à ce qu'on peut voir en jardinerie, qui vont être simplement des espèces de compositions, mais un peu sans âme parfois. Sans animaux, en tout cas, des plantes. Sans animaux, et c'est des choses qui vont pas forcément durer dans le temps, parce que c'est fait pour être joli pendant 2 mois et après c'est terminé. Et l'apport, en fait, j'ai voulu apporter là-dedans mon côté biologiste. En fait, reconstituer un environnement, ça passe par reconstituer ce qui se passe dans les sols, reconstituer un écosystème qui est vivant. Sur un terrarium classique qui est pas réfléchi comme ça, on va pas avoir tout ce qui est les travaux des décomposeurs dans le sol. Et on aura, que la moitié du cycle, en fait. On va voir que des plantes qui poussent si on arrive à s'en occuper.
mais dans la Terre, il se passe rien, en fait. C'est pas un morceau de vie comme on peut le voir dans des écosystèmes classiques. Donc, mon parti pris, ça a été vraiment de faire des terrariums bioactifs. C'est ce qu'on appelle la bioactivité, en fait, de reconstituer vraiment les cycles naturels. Et au début, voilà, c'était vraiment de faire que ça. Et en fait, j'avais même un peu peur de la réaction des gens quand j'allais leur dire, bah oui, là-dedans, il y a des petites bêtes, mais c'est là pour vraiment aider à déjà dégrader toute la matière organique qui tombe, parce que quand il y a des feuilles qui tombent dans le terrarium, on a besoin de décomposeurs pour qu'elles retournent au sol, pour que les éléments qu'elles contiennent puissent être à nouveau absorbés par la plante. Et leur travail est très important dans ce sens-là, mais j'avais peur que les gens soient, effrayés, voire un peu horrifiés à l'idée de savoir qu'il y en avait. Et donc, au début, je cachais un peu ça. Enfin, je disais, c'est bioactif, vous inquiétez pas, il y a des petites bêtes dedans, mais c'est pour que ça soit, plus sain, pour que le terrarium vive plus longtemps. Enfin, c'est des terrariums qui peuvent vivre des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, parce que, voilà, c'est vraiment, il y a un cycle qui est très bien fait. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était tout le contraire. Ça intéressait les gens de savoir qu'il y avait des petites bêtes dedans, et il y a même, c'est devenu en fait la raison pour laquelle mes terrariums plaisaient. Et je me suis très vite heurtée à un obstacle qui est celui de l'expédition d'objets en verre avec des petits paysages minutieux à l'intérieur et des animaux. Donc, rapidement, je me suis dit, bon, ça va peut-être être difficile, et peut-être un premier point. Et ensuite, quand on a une micro-entreprise, on devient forcément, à l'ère du numérique, créateur de contenu, parce qu'il faut faire la promotion de ce qu'on fait pour se faire connaître, pour vendre, surtout quand on n'a pas de boutique physique comme c'était le cas. Enfin, je me suis lancée là-dedans sans aucune économie, parce que j'ai jamais pu mettre de côté. C'est pas qu'on a un train de vie incroyable, mais c'est que la région où on était, c'est des loyers hors de prix, bref. Donc je me suis lancée un peu là-dedans sans ressources, donc j'avais pas les moyens d'avoir une boutique physique ou quoi que ce soit, donc j'ai tout fait par moi-même, et pour le coup sur internet. Et donc j'ai dû apprendre de zéro tout ce qui est création de contenu, tout ce qui est réseau, comment se mettre en avant, comment parler de ce qu'on fait. Et en fait, petit à petit, c'est devenu l'intégralité de mon travail, quasiment. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, un an plus tard, je fais quasi exclusivement de la création de contenu, c'est-à-dire des vidéos sur ces petites bêtes-là. Alors, au début, c'était les petites bêtes que je mettais dans mes terrariums, donc des cloportes. Et puis, très rapidement, au fil des questions qu'on me posait ou des envies des gens, c'est devenu des vidéos sur tel ou tel insecte. Donc voilà, vraiment, c'est devenu du travail de presque, je dirais pas de vidéaste, parce que c'est toujours des petites vidéos imposées par le format des plateformes, mais en tout cas, c'est devenu de la vulgarisation scientifique sur le monde des petites bêtes et des arthropodes en général. Influenceuse cloporte, je pense que c'est le terme exactement. qu'on utilisait. Exactement. Donc voilà, un an plus tard, mon travail, c'est de faire à peu près à 10% encore des terrariums, mais 70% de mon temps maintenant, ça va être la création de contenu et la gestion des réseaux, en fait. Tu nous as laissé des perches pour à peu près toutes les questions que j'avais notées là, donc je peux rebondir sur à peu près tout ce que tu as dit. Tu parlais du besoin qui est propre à chaque être humain de subsister. Est-ce que cette activité-là, actuellement, elle te suffit à vivre ? Alors, il y a quelques mois, je t'aurais encore dit non. Là, je commence à entrevoir la possibilité d'en vivre parce que très récemment, j'ai eu des contrats avec des boîtes externes qui, si tu veux, me paient pour faire des vidéos. Par exemple, là, je travaille avec j'ai travaillé au début d'année avec deux médias, avec Snapchat d'un côté
qui a voulu mettre en avant un nouveau service sur la plateforme qui est de la vidéo courte. Donc, j'ai fait des vidéos pour eux, à peu près 20 vidéos. Donc, tu as vraiment Snapchat France qui t'a contacté? Ouais, en fait, si tu veux, Snapchat, c'est une grosse boîte qui délègue, qui sous-traite beaucoup de choses. Donc, c'était un sous-traitant pour la partie Spotlight. C'est le nom des vidéos sur Snapchat. Donc une boîte de com en fait qui cherchait des gens pour mettre en avant ce contenu-là. Donc j'ai fait des vidéos pour eux et dans le même temps j'ai commencé à faire des vidéos pour Curieux, qui est une grosse boîte de médias axée science et qui travaille avec beaucoup de créateurs de contenu dans tous les secteurs. Ça peut être de l'astronomie, ça peut être des sciences humaines et qui ont un besoin énorme en vidéo parce qu'ils publient, ils ont une énorme communauté et ils publient sur plein de plateformes, sur Insta, sur TikTok et sur YouTube. Et donc eux ont un besoin quasiment illimité en vidéo et on a commencé cette collaboration en janvier. Et là, on a déjà renouvelé ce contrat-là. Donc, si tu veux, ça me laisse... depuis quelques mois, j'en vis, mais c'est uniquement grâce à des contrats externes. Donc c'est un peu précaire dans le sens où si demain ils décident d'arrêter, tu vois, c'est pas des choses qui dépendent de moi, donc ça me rapporte aujourd'hui, mais je sais pas si ça peut être viable dans la durée. Mais tant que c'est là, je le prends. Et ensuite, je gagne aussi ma vie par l'intermédiaire de ma boutique en ligne. C'est très peu lucratif ce que je fais dans le sens où le milieu de la thérophilie, ça peut être lucratif si tu vends des bestioles incroyables à des prix incroyables. Mais moi, je cible vraiment des gens qui veulent s'initier à ce milieu-là. Et donc, je te disais que je parlais de cloportes et qu'avant, je vendais des terrariums avec des cloportes dedans et que maintenant, je vends directement les cloportes pour que les gens fassent leur terrarium chez eux. Ouais. Et le cloporte, c'est pas un animal rare, c'est pas quelque chose qui vaut cher, c'est quelque chose que tu vends par 10, par 20 ou par 30 et qui est très peu lucratif. Donc, au final, parfois, je fais des envois et je gagne très peu là-dessus parce qu'entre le prix du carton, de l'expédition en elle-même, ce que je gagne moi, c'est ridicule là-dessus. Donc, je commence à avoir du volume en vente sur le site. En gros, si tu veux une idée, rien qu'avec le site et mes activités externes, quand on tourne sur des salons, par exemple, je pourrais me sortir un SMIC, oui, je pense. Mais ça, c'est récent. Ça date d'il y a quelques mois parce que le site commence à bien marcher que depuis la fin de l'année 2022. Mais c'est surtout là des contrats externes, donc de production de contenu. Et très récemment, il y a eu sur TikTok un programme de financement des créateurs qui rémunère les vidéos, les créateurs de contenu pour leurs vidéos en fonction du nombre de vues. Et ça a été une aubaine incroyable pour plein de gens qui font ce que je fais parce que du jour au lendemain, des vidéos qui postaient dans tous les cas parce qu'ils ont besoin de se faire connaître, du jour au lendemain, elles étaient rémunérées. Et donc ça a été aussi... ça a participé au fait que je puisse commencer à me payer, quoi. Voilà. Jusqu'à il y a 2 mois, je ne me versais rien. Je gagnais juste mon aide à la création de contenu. Et depuis 2 mois, je commence à mettre un peu de côté sur la société. C'est pas des grosses sommes, hein, mais voilà, je commence à avoir la perspective de pouvoir en vivre à travers la création de contenu, quoi. Alors pour revenir au cœur d'activité de ce que tu fais, donc pour essayer de résumer, donc tu fais des terrariums, mais finalement tu es passé de l'état, on fait un terrarium pour finalement de la décoration, avec comme tu disais un côté un peu éphémère, et là finalement j'ai presque l'impression que tu as remis l'animal, l'écosystème au centre du design. C'est très veto finalement tout ça. Exactement. Là, tu es en plein dans ton domaine de compétences initiales. Ouais, et c'est ça qui est super avec ce que je fais, c'est que je reste quand même c'est pas le soin, mais c'est l'entretien, si tu veux, des animaux, même si ça n'a rien à voir avec les animaux que je traitais avant. Mais ça a été tout mon parti pris depuis le départ, c'est tout miser sur l'aspect biologique, l'aspect animal
dans ce que je fais et donc d'y amener mes connaissances théoriques, d'y amener un peu de fun, de rendre ça intéressant pour tout le monde. En fait, au départ, quand on me parlait de cloporte, je trouvais ça aussi un peu alambiqué. J'aurais jamais eu des cloportes pour avoir des cloportes à l'époque, mais c'est juste quelque chose qui est rentré dans nos vies parce qu'on avait des serpents et que c'est un super moyen de nettoyer les excréments des serpents et leur mue. Donc, on a commencé à faire des termes bioactifs vraiment pour nous. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à ces petites bêtes et je me suis dit, mais c'est incroyable à regarder. Ça a des comportements très divers, ça a des couleurs extraordinaires. Il y a plein d'espèces et des animaux qui sont hautement adaptés à la captivité. Et c'est pour ça que j'ai commencé à les intégrer dans mes terrariums parce que c'était une addition extraordinaire. Et puis, plus je m'y intéressais, plus l'animal en lui-même m'a fascinée. Et le fait d'en parler avec donc des connaissances de biologie de base qui au final s'appliquent un peu à tous les animaux quels qu'ils soient, mais surtout avec les notions que j'ai acquis à l'école véto et à l'heure, de faire de la recherche sur ces animaux, ça me permettait de creuser des sujets. Donc en fait, ma partie prise, ça a été d'essayer de transférer cette curiosité que j'ai naturellement envers les animaux aux autres et le fait de me rendre compte que c'est un animal incroyable et pourtant qu'on regardait pas m'a donné envie de transmettre ça et de dire aux gens mais prenez le temps de regarder un peu plus près ce qui se passe juste sous nos pieds. Il y a des choses auxquelles on prête pas attention mais qui méritent d'être vues et de mettre j'ai eu vraiment envie de mettre en avant tous ces animaux qui sont méconnus, inconsidérés, sur lesquels on a énormément de préjugés. Et moi, la première, j'ai grandi dans une famille classique où on a peur des araignées, on se méfie des serpents. Enfin, en France, on est assez méfiant sur plein de petites bêtes. Et j'ai appris moi-même à me délivrer de ces préjugés. Et ça m'a ouvert des portes incroyables et ça m'a fait voir la nature sous un autre angle et j'ai eu envie de partager ça, j'ai eu envie de transmettre cette passion, ce regard sur les animaux que j'ai au sens là et sur la biodiversité et je pense que ça plaît aussi parce que c'est un sujet d'actualité, on parle d'environnement beaucoup, on parle de permaculture, de plein de sujets comme ça, de retour un peu à la nature. Et ça passe intégralement pour moi par les animaux et par la connaissance de notre faune, par la connaissance de la microfaune aussi, qui est très importante. Et donc voilà, effectivement, c'est parti d'un besoin pour les terrariums, mais c'est devenu très large dans le sens où c'est devenu un peu ma quête, ma mission de rendre, mettre à l'honneur tous ces animaux oubliés, tous ces animaux craints et méconnus, et leur donner une voix, en fait. Donc, le compte Instagram que tu as lancé il y a à peine plus d'un an, je suis allé retourner voir, c'était en février 2022, je crois, le 22 ou quelque chose comme ça. Je suis allé voir. Février 2024, la création. 2024. Pardon. Qui était donc l'année prochaine. Hein. C'est l'année prochaine. 24 février 2022. 24 février 2022, ça. C'était pas dans le ordre. Donc, ce compte Instagram que tu as lancé, on le rappelle, c'est @Therapodia pour les jeunes qui utilisent Instagram. Alors où nous parlons, ce compte, il a 42 000 followers. Donc, quand j'ai regardé la semaine dernière pour préparer cette chronique, il était à peu près 41 000. Donc, ça grimpe, quoi. Et ce que tu as l'air de nous dire là, c'est qu'au final, ce compte, c'est avant tout une manière de partager ta passion, plus qu'à la base une stratégie de communication pour promouvoir tes produits. C'est pas comme ça que tu l'as réfléchi, ou alors c'était vraiment ensemble? À l'origine, ça l'était. À l'origine, c'était des publications pour mettre en avant mes créations, parce que c'était ma vitrine, en fait, vu que j'avais pas de boutique. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ce que les gens aimaient voir là-dedans, c'était les petites bêtes. Et j'ai commencé à faire de plus en plus de contenu, plus en plus de vidéos sur les petites bêtes. Et ça a été reçu très positivement. Et moi, ça me faisait du bien aussi de pouvoir partager ma passion. La terrophilie, c'est une passion qui est peu connue, qui est souvent pas méprisée, mais les gens ont beaucoup de
de préjugés là-dessus et de voir que c'était reçu positivement. Ça m'a encouragée à continuer là-dedans et j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont aussi poussée à continuer là-dedans et qui me remerciaient de tout d'un coup leur donner une nouvelle perspective sur ces animaux. Il y a plein de gens qui me disent mais j'avais peur de ça avant et maintenant j'ai envie d'en avoir ou tu m'as fait complètement changer d'avis sur ces animaux-là et ça c'est une énorme récompense. Et alors justement, la communication, c'est un outil qui est quand même très puissant, donc que tu as utilisé pour faire grandir un petit peu ta marque. Et finalement, dans les études vétérinaires, c'est quelque chose qui est assez peu développé, voire même, on peut dire, peu déficitaire, on va le dire comme ça. Et du coup, comment est-ce que tu t'es formé à ça? Est-ce que c'était finalement assez simple? Est-ce que c'est venu bien? Ou est-ce que vraiment il a fallu que tu t'y mettes, que tu décides de t'y mettre? Et comment tu as fait finalement? Ça a été très dur parce que je suis pas quelqu'un qui me montre beaucoup. Enfin, je suis plutôt timide en fait. J'ai eu beaucoup de mal à me montrer, mais j'ai vite compris que c'était nécessaire, surtout quand on a une micro-entreprise et quand on vend ses créations, parce que les gens ont besoin de s'identifier à la personne à laquelle ils achètent. Les gens ont besoin d'avoir confiance pour acheter ou là je parle de manière très, enfin juste d'un point de vue très cartésien, pour acheter quelque chose, ils ont besoin d'avoir confiance, mais plus largement pour soutenir un compte et pour suivre un compte, ils ont besoin de s'identifier un petit peu, de savoir qui leur parle. On peut personnifier une marque sans jamais se montrer, mais c'est plus difficile, je trouve. Donc, je me suis rapidement forcée à incarner un peu mon propos. Et donc ça, c'est quelque chose que tu as ressenti. C'est pour ça que tu t'es dit, il faut que je me montre. En fait, j'ai pas pris vraiment des cours en ligne, mais j'ai écouté beaucoup de gens qui sont passés par là où je suis passée et qui donnaient des conseils sur la création de contenu et qui disaient, oui, effectivement, en se montrant, c'est tout de suite plus simple parce que les gens ont besoin de mettre un visage sur une marque, sur des mots. Et ça a été très dur de me montrer au début parce que déjà se voir en vidéo, se voir en photo, déjà c'est quelque chose que je déteste. J'ai beaucoup de mal à me voir, ne serait-ce qu'en photo. Alors se voir en vidéo, ça a été terrible. Au début, je faisais des vidéos de loin, on me voyait pas trop. J'accélérais, je faisais des vidéos de fabrication de terrarium, mais en x15 pour qu'on me voit pas trop. Et puis je faisais plein de coupes. J'étais très sévère avec moi-même. Je portais un regard sur ce que je faisais très sévère, et c'est encore le cas. Mais en fait, ça s'entraîne. Faire des vidéos, c'est un exercice, c'est de l'entraînement, et petit à petit, on prend l'habitude de se voir, de s'entendre, et ça devient plus facile. Mais c'est vrai que c'est un énorme pas à passer, surtout quand on a l'habitude d'être anonyme et qu'on n'est pas j'ai jamais eu vocation à être une influenceuse, c'est sûr, mais je pense que je le suis toujours pas aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai toujours aspiré à une vie plutôt anonyme, et ça a été dur de se dire que là, de toute façon, si je veux y arriver, il faut que je m'en donne les moyens. Donc allez, on y va, on se montre et on parle. Mais ça a été très dur, et maintenant, je pense que ça y est, je suis passée à autre chose, même si des fois, je me dis encore, mais non, là, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça aujourd'hui, t'as vu ta tête. mais ça va beaucoup mieux, et j'ai appris aussi à détacher la marque de ma personne, parce qu'au début, quand on se lance, on se dit s'il y a des mauvaises remarques, c'est moi que les gens jugent, et en fait non, les gens peuvent être en désaccord avec ce que tu dis sans forcément porter de jugement de valeur sur ta personne. En fait, il faut arriver à se détacher de ce qu'on dit sur ta marque, de ce qu'on dit sur ton travail et de ce que ça veut dire sur toi. Pardon, moi aussi j'ai besoin de rebondir du coup.
C'est très bien. Mais je pensais que ça serait moins dur que ça. Je galère, my God. C'est parce qu'on pose des très bonnes questions, je pense. Mais je pense. On a des offres régulièrement de grandes boîtes qui veulent nous débaucher. Mais oui, non, mais vous êtes Snapchat, on est Instagram, avec les chroniques du touche. Donc voilà, on peut pas se libérer comme ça. podcast Spotify, ouais. Ouais, du coup, je voulais revenir, j'ai une question de curiosité, mais alors du coup, pour un terrarium, concrètement, ça a quelle taille, c'est quoi comme format, c'est quoi comme type de cloporte? Est-ce que tu peux nous dire, voilà, est-ce que tu as des espèces exotiques, c'est des choses qu'on trouve dans le jardin, finalement, c'est franco. Et c'est quoi la durée de vie? D'un cloporte? Non, pas d'un cloporte forcément, du terrarium, on va dire. Voilà, c'est-à-dire que j'installe ça chez moi, j'ai mes petits cloportes, je dis globalement ça va tenir 1 an et puis après ça va péricliter, ou globalement on part sur des durées de vie beaucoup plus longues. Voilà, comment ça se comporte à la maison finalement? Alors, il y a 2 types de produits que j'appelle terrarium que je fais. Il y a le terrarium qui est effectivement axé très décoration, qui va être un terrarium en verre d'à peu près 30 cm de haut, 20 cm de diamètre, qui lui a pour vocation à être joli et voilà, à décorer vraiment son intérieur. Donc ça a une durée de vie, si on s'en occupe bien, c'est limité en fait comme durée de vie, parce que comme je vous disais, c'est un cycle qui est fermé. Ça veut dire que à l'intérieur, on a des plantes qui grandissent. Donc simplement, il leur faut un peu de lumière, donc que ça soit de la lumière naturelle au travers d'une fenêtre ou des LED intégrés. Moi, je fais des couvercles avec des LED intégrés. Donc la plante va grandir. En grandissant, elle va finir par perdre quelques feuilles qui vont tomber au sol, qui vont se faire, qui vont être mangées par les détritivores, qui eux vont les recycler en nutriments facilement accessibles. Donc c'est une sorte d'engrais, et cet engrais va favoriser la croissance des plantes et permettre que la plante n'ait pas besoin d'apport externe en engrais, qu'elle puisse grandir indéfiniment. Donc tant qu'il y a du soleil et de l'eau, ça fonctionne. Le cycle de l'eau est maintenu aussi dans un terrarium parce que c'est quelque chose qui a très peu d'évaporation. Donc c'est un écosystème qui fonctionne si tu veux, en vase clos. Et quand c'est bien fait à l'origine, quand il y a tout ce qu'il faut pour que ces cycles soient bien instaurés depuis le départ, c'est quelque chose qui a une durée de vie plus ou moins illimitée. Il y a des terrariums qui ont 50 ans, 60 ans. Donc voilà, vraiment, l'intérêt d'y ajouter des détritivores, c'était à la fois parce que c'est bien d'avoir des petites bêtes à regarder à la maison, et ça apporte un aspect ludique à une décoration à l'origine, mais c'est aussi en plus pour tripler, quadrupler, décupler la durée de vie d'un terrarium qui sinon est sur des terrariums du commerce classiques, comme je te disais, où ça se voit que ça a été fait une semaine avant et que c'est pas fait pour durer, ça va durer quelques mois, 1 an au plus, quoi. Et ça s'entretient? Il y a besoin d'y toucher? Et très peu au final, parce qu'il y a peu d'évaporation, donc il faut juste arroser de temps en temps. Si tu veux, t'as des terrariums que tu n'arroses jamais parce qu'ils sont vraiment fermés, scellés, et donc t'as jamais d'eau qui s'évapore. Mais pour les miens, comme il y a quand même de la microfaune à l'intérieur, ils ont besoin de renouvellement d'air, donc il y a un peu d'aération. Donc ça veut dire qu'il y a un peu de déperdition d'eau, même si elles sont minimes. Donc ça va être des terrariums qui s'arrosent 3-4 fois par an, mais avec parcimonie, tu vois. C'est mettre un tout petit peu d'eau 3-4 fois par an, donc ça a besoin de très peu d'entretien. Et je te disais que je fais 2 produits que j'appelle terrarium, donc juste le terrarium décoratif et le terrarium plus fonctionnel, qui va juste servir à loger les cloportes pour des gens qui veulent avoir des cloportes pour avoir des cloportes. Et c'est même pire que ça, parce qu'au début je me suis dit je vais vendre des cloportes simples parce que les gens vont vouloir faire ça à la maison, et c'est vrai, il y a toujours des gens qui m'achètent des cloportes pour faire leur propre terrarium en verre dans un but décoratif, mais il y a aussi maintenant de plus en plus de gens qui adoptent une petite colonie de cloportes parce qu'ils veulent juste les regarder, et ça me rend trop contente, parce que c'était mon propos à l'origine, en fait. J'ai eu des cloportes pour avoir des cloportes avant de les utiliser dans des terrariums, tu vois. Et donc pour ça, je crée des espèces de kits d'élevage clés en main pour adopter ces cloportes, et c'est quelque chose qu'on peut appeler terrarium dans le sens où c'est fait pour accueillir des petites bêtes, et voilà. Mais c'est une boîte. Mais c'est une boîte, voilà. Ça n'a rien de décoratif. C'est purement fonctionnel pour pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions dès le départ, quoi. Et ainsi, tu devais nous faire aimer le cloport. Là, je reviens à ma question, mais d'où ils viennent, voilà. Fais-nous aimer le cloport un petit peu. Pardon. En fait, alors les cloportes, comment dire, qu'on a dans le hobby,
ça va être des espèces qui ont un peu un intérêt, comment dire, un intérêt visuel, si tu veux. Donc ça va être soit des espèces qui sont naturellement, qui ont un phénotype sauvage très joli, soit des espèces qui ont été sélectionnées pour, par exemple, être albinos, pour, tu vois, avoir certaines caractéristiques morphologiques intéressantes. Mais voilà, en fait, c'est pas du tout des cloportes qui viennent du jardin. Il faut comprendre que ce sont tout ce que j'ai à la maison et tout ce que je vends, ce sont des cloportes qui sont nées et élevées en captivité, donc qui n'ont jamais connu le milieu naturel, qui sont élevées chez moi depuis 3 ans, mais plus généralement dans le milieu depuis plus que ça. C'est des cloportes que j'ai achetées à d'autres éleveurs, donc tu vois, c'était vraiment des colonies établies en captivité depuis longtemps. Donc ça n'a rien à voir avec... c'est la même espèce que ce que tu peux trouver à l'extérieur, mais c'est des animaux qui sont pas du tout... qui connaissent pas du tout le milieu sauvage. Et d'ailleurs, c'est tout la difficulté du propos, c'est que tu montres aux gens à quel point cet animal est cool, tout en essayant de leur dire, bah oui, mais ne prenez pas ce qu'il y a à l'extérieur parce que déjà, vous savez pas forcément ce que vous prenez, donc vous savez pas forcément vous en occuper, et puis prélever des animaux comme ça sans savoir, c'est pas le but, quoi. Faut vraiment voir ça comme un animal de compagnie classique, dans le sens où tu vas avoir soit des éleveurs particuliers, soit des éleveurs professionnels qui régulent, si tu veux, ces élevages-là, et qui font en sorte qu'il y a rien qui est prélevé, rien qui est relâché dans le milieu naturel, donc tu n'as aucun impact sur le milieu naturel. Et ça, c'est très important pour moi aussi. Je fais pas mal de vidéos pour sensibiliser à ça, de dire c'est pas parce que c'est joli et que c'est cool qu'il faut faire n'importe quoi, et prendre des animaux à l'extérieur, c'est pas du tout le propos. Le propos, c'est voilà, juste prendre des animaux qui sont déjà habitués à cette vie-là, et voilà, éviter à tout prix de prélever à l'extérieur, quoi. Je trouvais intéressant de te faire venir juste après Robin Dardel. Donc, Robin Dardel, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 3 de... L'épisode 2 de la... Merde, c'était quel épisode 2. 2 de la saison 3 2 de la saison 2. Non, 3 de la saison 2. Ah oui, il y a eu 2 épisodes avec Sylvie Chastan. Ouais, c'est ça. Ah oui? Ouais. Et qui a été diplômé donc 1 an après toi, et qui lui est parti un peu en projet de recherche, mais très loin, donc dans les terres australes et antarctiques françaises, parce que en fait, vous êtes 2 jeunes diplômés qui se sont un peu éloignés de la pratique. Lui, il a choisi un chemin qui, au final, concerne quand même de nombreux vétérinaires, et il dit lui-même que son parcours, il l'aide au quotidien. Et moi, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, puisque toi, tu t'es même écarté de la profession vétérinaire un peu au sens large. Déjà, qu'est-ce qui explique que tu aies décidé de changer de voie à la base ? En fait, j'ai pas eu la chance d'exercer ce métier dans des bonnes conditions, avec des gens bienveillants. Et je dis chance, et c'est important parce que c'est vraiment, pour moi, une question de chance. Tu peux tomber dans une clinique super dès ta sortie d'école, qui va t'encourager à poursuivre et qui va te donner confiance, comme tu peux tomber sur une clinique qui va, comment dire, pas s'intéresser à ton bien-être, pas faire en sorte que tu te sentes bien au travail. Et c'était mon cas. Pour te parler un peu de mes expériences en clinique, j'ai eu la chance de travailler avant de sortir de l'école. J'ai fait 3 mois de remplacement en 4e année. En 5e année maintenant, juste pour resituer. Oui, pardon, en nouvelle 5e année. Et donc ça m'a déjà donné une première expérience du travail sans même sortir. Et j'ai aussi fait beaucoup de stages dans d'autres cliniques pour un peu me rendre compte de comment ça se passait. Donc je savais que ça pouvait bien se passer parce que j'ai eu des bonnes expériences en stage. Mais en sortant d'école, j'ai cumulé 2 expériences négatives. Donc la première, si tu veux, c'était un peu ce genre d'usine à broyer les jeunes vétos, où on te fait un forfait jour et tu bosses 11 heures par jour, mais comme tu bosses que 4 jours par semaine, c'est un temps partiel. Ouais. Et du coup, t'as pas de vacances, et c'est même pire que ça, c'est même pire que t'as pas de vacances, c'est que tu dois à la clinique un certain nombre de jours par an pour compléter ton forfait jour, parce que j'étais payée, si tu veux, j'étais payée pour un forfait temps plein, mais comme je bossais que 4 jours par semaine, ça faisait pas officiellement un temps plein, même si je bossais 45 heures par semaine, tu vois. Ouais. Et ça allait au-delà de ça. Enfin, c'était une clinique, si tu veux, avec des
vétérinaire qui partait bientôt à la retraite et qui avait un peu levé le pied et qui, pour autant, voulait pas réduire un peu le volume. Et donc, c'était une clinique où, si tu veux, on me mettait 3 rendez-vous en un quart d'heure, sans pression. Et... 3 en un quart d'heure? Ah oui. Ah oui, mais ça, c'était tous les jours. Tu vas voir l'assistante et tu lui dis, par contre, là, j'ai 3 rendez-vous à la même plage, il y a une erreur. Ah non, mais c'est comme ça. Je dis, mais c'est comme ça, comment Déjà, un rendez-vous en quart d'heure, c'est pas toujours facile, selon ce que c'est. Enfin, surtout quand tu débutes, quoi. Et là, les réponses que j'avais, c'était, si ça te va pas, tu verras avec les patrons, mais ici, c'est comme ça. Et en fait, c'était des journées épuisantes parce que c'était des journées déjà de 11 heures. Ce qui est déjà pas mal, hein. Ce qui est déjà pas mal. En année de chien, ça fait beaucoup. Mais en plus, c'était des journées d'épuisement parce que c'était des consultes sans rendez-vous toute la journée, les assistantes qui te mettent des animaux derrière pour que tu les vois entre deux, ce qui n'existe pas entre deux. Quand tu as un quart d'heure pour consulter, tu n'as pas d'entre-deux. Et c'était les vétos associés qui te mettaient des examens complémentaires entre midi et 2, donc je mangeais jamais, j'avais jamais le temps de manger. Et qui à la fin de la journée te disent, quand ils voient que t'es crevé, oui, c'est fini les vacances. Et ça, tu vois, j'ai tenu un mois et franchement, après coup, je me trouve courageuse d'avoir tenu un mois parce que c'était vraiment des journées épuisantes et à la limite du harcèlement parfois parce que on me donnait jamais le crédit d'avoir le droit d'être fatiguée quand j'avais fait 45 consults dans la journée, tu vois. Ouais. C'était, oui, c'est comme ça. Comme si c'était normal en tant que vétérinaire de faire des volumes horaires comme ça. Enfin, j'ai une éthique de travail qui me pousse à être performante et à donner le meilleur de moi-même sur chacun des cas. Et ça a été très, très dur pour moi de me dire, là, on va juste me pousser à la faute parce que si je consulte autant dans la journée, si je fais des consultes 5 minutes, c'est juste attendre que je fasse une erreur, quoi. Et j'avais pas envie d'attendre ça. J'avais pas envie de mettre en danger la santé d'un patient parce que j'avais juste pas le temps de m'en occuper correctement parce que j'avais des patrons derrière qui me poussaient à consulter toujours plus et toujours plus vite. Et... Ouais. T'avais une vision de l'exercice qui était proche du patient, qui était vraiment de prendre le temps d'investiguer, et de travailler le cas et de communiquer efficacement avec les propriétaires. Et encore, je te dis, j'avais travaillé avant, donc dans une clinique sans rendez-vous aussi, donc j'avais appris à parfois aller vite quand t'as des coups de rush, et j'avais appris à travailler. J'étais autonome en médecine en arrivant, en sortant d'école. Donc, dis-toi que ça a été dur alors que je savais travailler, mais je me dis des gens qui sortent d'école, qui ont jamais eu cette expérience-là et à qui on dit c'est bon, là tu consultes, tu fais 10 consultes à l'heure, c'est le meilleur moyen de briser un veto, quoi. Bref, donc là j'ai tenu un mois. j'ai hésité longtemps avant de rompre ma période d'essai, enfin de démissionner, parce que ça voulait dire démissionner, se retrouver sans revenu du jour au lendemain, et on avait tout plaqué pour partir là-bas et on était vraiment à poil, on n'avait aucune économie, donc Pierre-Yves gagnait pas encore sa vie vu qu'il a commencé son entreprise, et ça a été très dur, mais là je pouvais plus du tout tenir, et je me suis dit que je retrouverais assez vite, et ça a été le cas. Et dans la clinique, j'ai commencé vraiment à poser d'office, d'entrée de jeu, mes conditions, en me disant les consultes c'est 1 demi-heure, je veux prendre le temps de bien parler avec les gens, je veux prendre le temps de leur expliquer ce que leur animal a, de bien faire les choses, juste de bien faire mon métier, c'est tout ce que je demandais, d'être en condition de bien faire mon métier, d'être en condition de bien faire mon métier. Ça veut dire d'avoir le temps de parler avec les gens, d'examiner l'animal, de proposer des examens complémentaires et de les faire le jour même si nécessaire. C'est juste ça que je demandais. Et donc ça a été bien les premiers mois, mais on s'est rapidement retrouvé en sous-effectif, et là pour le coup ça a été beaucoup plus insidieux parce que c'était une de ces cliniques où on te fait on t'intègre entre guillemets dans une sorte de grande famille pour après pouvoir te demander toujours plus de choses, toujours plus de sacrifices au nom de la solidarité. Et c'est devenu en fait très très vicieux parce que c'était des mensonges, de la manipulation, comment te dire, j'ai mis longtemps à me rendre compte que c'était pas sain ce que je vivais. Le déclic que j'ai eu, c'est que j'ai une amie qui
qui était venue travailler dans cette clinique et qui est partie en burn-out. Et ça m'a beaucoup aidé de parler avec elle. On s'est rendu compte tous les deux que c'était pas normal ce qu'on vivait, qu'on était harcelés en fait. J'ai vraiment mis longtemps avant de mettre un mot là-dessus, de mettre un mot sur le harcèlement au travail. Et une fois que je l'ai mis, j'ai juste plus pu, quoi. Est-ce que tu penses que le fait que tu sois une femme ait joué là-dedans? Ouais, là c'était vraiment, comment dire, de la misogynie du quotidien déjà. En fait, d'être salariée et d'être une femme dans ce milieu-là, c'est difficile parce que à la fois une femme vétérinaire va peut-être, enfin, a peut-être aux yeux de certaines personnes moins de crédit qu'un homme vétérinaire. Et en plus, quand tu as un patron vétérinaire homme, ben ça peut rajouter, enfin, comment dire, ça rajoute une pression supplémentaire parce que tu dois d'être Irréprochable, quoi. irréprochable, Tu dois exactement. montrer plus, en fait, c'est ça. Exactement. Tu as toujours besoin de faire toujours plus tes preuves. Parce que t'es jeune, parce que t'es une femme. Et tu n'as jamais le droit de montrer la faiblesse. Et j'ai commencé à vraiment me dire que ça allait pas quand j'ai refusé de consulter non, je sais même pas que j'ai refusé de consulter, c'est que j'ai suggéré qu'on ne reçoive pas un client qui avait été menaçant au téléphone avec mon assistante. Vraiment très injurieux et très agressif au téléphone. Et c'était une époque où on manquait d'un vétérinaire, donc moi j'étais déjà sur 2 plannings, ça veut dire que je consultais 2 plannings et je faisais 2 plannings de chir, voilà, comme si j'avais 4 mains. Et c'est quand même une période où on était obligé de recevoir des gens agressifs comme ça. Et si tu veux, j'ai évoqué l'idée que peut-être, vu qu'on avait trop de travail, peut-être qu'on pouvait commencer à écrémer et à percevoir les gens qui nous manquaient de respect avant même d'avoir passé la porte. Et ça a été très mal reçu. Enfin, dis-toi que dans une condition sous-effectif telle, on m'a dit, ben, si ça te va pas, t'as qu'à aller travailler ailleurs. Alors que c'est des gens qui avaient mis 1 an à recruter. Et que, enfin, quand je te parle de mon patron, c'est quelqu'un qui travaillait pas pour la structure, qui consultait pas. Donc, si tu veux, c'est moi qui consultais. Et on te dit, ben, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et si c'est agressif, ben, s'il est agressif, ben, c'est pas grave, c'est comme ça quand même. Et ça a été pour moi un signal d'alerte en fait de me dire que il fallait juste attendre que quelqu'un se fasse gifler quoi pour qu'on commence à refuser des gens. Et donc voilà, en fait j'ai eu des gros problèmes, enfin beaucoup de mal avec cette hiérarchie là et beaucoup de mal avec juste ces gens là. J'ai rencontré des vétos adorables dans ma vie et je sais qu'il y a des cliniques où il fait bon vivre et je sais qu'il y a des cliniques où on fait attention aux jeunes, mais il y en a d'autres où on est juste en fait de la force vive, on est juste là pour consulter et se taire et même quand il y a des choses qui vont pas, faut toujours être là, en faire plus et c'est jamais assez et voilà. Et j'avais beaucoup de problèmes aussi avec ce niveau de responsabilité énorme. De se dire que quand tu fais bien ton travail, c'est normal. Par contre, s'il y a un truc où t'as un peu de mal, ben c'est pas normal, tu vois. Enfin, Ouais, ça va. donc voilà, c'est vraiment une clinique qui a, comment dire, qui a poussé en tout 3 vétos au burn-out en 6 mois, dont moi. Et ouais, j'ai dû vraiment m'arrêter du jour au lendemain parce que je pouvais plus. Parce que je pouvais plus. Enfin, j'ai vraiment fait un rejet en bloc. C'est ça qui est triste, hein, c'est que j'ai fait un rejet en bloc de cette clinique, de ces patrons qui nous harcelaient, mais aussi en même temps un rejet de la clinique. Et ça a été terrible. Et c'était au point où j'ai développé une phobie, si tu veux, de cet endroit et du métier, alors que c'est un métier que j'aime et que je l'ai déjà exercé dans de bonnes conditions avant de sortir de l'école. Et ça a été très dur de se dire, ah bah ouais, en fait, ils m'ont tellement brisé que bah là, je peux juste plus le faire actuellement. Et c'est ce qui m'a encouragée à me dire, bon bah, tu aimes ce métier, là, tu peux juste plus l'exercer temporairement parce qu'on t'a poussé à bout.
Et je voulais pas me dire, je voulais pas risquer d'avoir une 3e mauvaise expérience d'affilée, parce que je savais que si c'était le cas, je reprendrais plus jamais. Et j'avais envie de me laisser une chance de reprendre plus tard ce métier. Donc je me suis dit, là, c'est le moment de faire une pause, d'explorer des pistes que tu as laissées de côté depuis un moment et de t'y remettre plus tard quand ça ira mieux. Et là, aujourd'hui, je pourrais m'y remettre. Là, aujourd'hui, j'ai vaincu cette phobie. J'ai fait déjà des remplats. L'an dernier, j'ai fait un remplat pour un ami veto. Donc là, je serais prête à remonter si tu veux, mais c'est là la question qu'on va te poser après, en fait. Oui. C'était où est-ce que tu te positionnes maintenant? Est-ce que ma question initiale allait être est-ce que tu pensais que c'était définitivement terminé? Mais là, de ce que je comprends, finalement, tu es encore un petit peu au fond de toi, vétérinaire, en fait, praticienne, et donc peut-être à tout moment, ça va matcher dans une autre structure et tu vas avoir envie de repratiquer ce métier. Je me ferme pas la porte en tout cas, mais oui, il faut vraiment comprendre que j'ai pas arrêté parce que je me suis dit c'est mort, la pratique m'intéresse pas. J'ai arrêté parce que on m'a poussé à bout et que j'ai eu besoin de prendre ce temps pour moi. Et il se trouve que ce temps pour moi, il s'est transformé en quelque chose de beau, une aventure incroyable. Je suis très très contente d'avoir fait ce que je fais, d'avoir eu le courage de me dire allez, maintenant tu vas te lancer, t'y connais rien du tout, tu connais rien en montage, en réseaux sociaux, mais c'est pas grave, tu vas le faire. Mais voilà, ça a été une décision très salutaire pour moi et je le referai, mais même je le referai bien avant si j'avais su. Mais voilà, il faut comprendre que mon blocage, il s'est fait par rapport à une structure, par rapport à une certaine mentalité aussi, certains patrons qui ont une vision du métier qui diffère beaucoup de la nôtre. Mais voilà, c'était avant tout un moyen de sauver entre guillemets mon envie de pratiquer. Exactement. Donc je me ferme pas la porte sur le long terme. C'est vraiment comme je te disais, c'est un métier que j'aime. J'adore aider les gens, j'adore aider les animaux. Donc c'est quelque chose que je pense j'aurais envie de refaire à un moment donné, mais je sais pas encore quand. Je réfléchis pas aussi loin. J'essaie juste de prendre les choses comme elles viennent et si un jour je ressens le besoin vraiment de m'y remettre, je m'y remettrai. Si l'aventure Therapodia continue longtemps, j'en serai la plus heureuse. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas du tout un comment dire. Therapodia, c'était ma thérapie vraiment. Ça a été me prouver que j'étais capable de faire autre chose que d'être veto. Et ça a été aussi ma reconstruction en fait, parce que les gens le harcèlement au travail, il faut savoir que ça brise la confiance en soi, vraiment. Et ça m'a permis, si tu veux, de faire tout ça, d'apprendre à faire tout ça, de créer une entreprise, de gérer une entreprise. Ça m'a permis vraiment de me redonner vraiment confiance en moi et de me prouver que j'étais capable de faire ce que je voulais, en fait, d'être ma propre patron. Et maintenant que je suis mon propre patron, je me dis, en fait, comment tu peux être comme ça? Mais c'est surtout que ça m'a donné un autre regard, même sur mes anciens patrons, de me dire, mais waouh, mais c'est pas si dur d'être patron. Pourquoi t'as besoin d'être vil comme ça envers les autres? Enfin bref. Et justement, quel conseil tu donnerais aux jeunes vétérinaires, aux futurs vétérinaires qui vont ou qui rencontrent peut-être ce genre de difficultés ou même qui appréhendent l'entrée sur le travail, finalement de pas se fermer de porte, peut-être de pas hésiter à couper quand on sent que ça va pas, de diversifier les activités. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Je pense qu'il faut vraiment, et ça c'est un conseil qui est très important, il faut vraiment s'écouter. C'est, je pense, une erreur que beaucoup de jeunes vétos font et que j'ai fait, c'est de se dire, on me demande de faire ça, et même si ça me convient pas, je le fais. On me demande de faire un acte ou quelque chose qui est en parfait désaccord avec ce que je pense ou ce que j'ai envie de faire, mais je veux le faire quand même parce qu'on me l'a demandé, parce que c'est ma hiérarchie, parce que je suis salarié. Non, en fait, on reste indépendant dans notre pratique. S'il y a des actes qu'on veut pas faire, s'il y a des chirurgies qu'on veut pas faire, s'il y a des domaines dans lesquels on se sent pas à l'aise, il faut juste rester à l'écoute et en parler et ne pas se forcer à faire des choses qu'on pourrait regretter, parce que le pire qu'on puisse faire dans ce métier, c'est se trahir nous-mêmes, c'est se dire je voulais pas le faire, je l'ai fait quand même et du coup je me suis ratée et ça c'est terrible. Et surtout s'écouter. En fait, oui, il faut éviter de se dire que d'être pas bien au quotidien, c'est normal, de se dire que c'est parce que le métier est difficile. Si on n'est pas bien au quotidien,
certes, on fait un métier difficile, mais ça peut être fait dans un contexte qui font qu'on rentre quand même avec le sourire à la maison. Quand on se sent pas bien au quotidien, quand on commence à douter de soi, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a des pensées qui sont très récurrentes quand on commence à se diriger vers le burn-out. C'est par exemple des pensées qui vont nous dire ah bah tiens, comment je pourrais faire pour pas aller bosser demain? Est-ce que si je me fous dans le fossé, ça irait? Ça, c'est des pensées qui sont assez fréquentes, même dans les pré-burn-out. Et ça doit être un signal d'alerte incroyable. Ouais. De se dire comment je peux faire pour éviter d'aller travailler. Ça veut dire que t'es pas bien au travail. Et en fait, il faut vraiment pas se faire peur, effectivement, comme tu disais, pas se fermer de porte, parce que certes, on est vétérinaire et certes, on a l'impression d'être formé pour faire que ça et de savoir faire que ça. Mais nos études nous apprennent surtout à être très polyvalents, très adaptables, à savoir réagir dans à peu près toutes les conditions, à subir le stress. Et honnêtement, à côté de ça, créer une entreprise, mais c'était les doigts dans le nez, quoi. Mais pour de vrai, en fait, j'ai jamais eu peur parce que je me suis dit, il n'y a pas d'enjeu. Qu'est-ce qui va se passer si ça marche pas? Ben rien. Si ça marche pas, je redeviens veto, je retourne là où j'étais, quoi. Donc, il pouvait juste se passer que ça aille mieux. Ouais. Et on a une capacité aussi de travail sous pression qui est énorme. Là, en ce moment, je travaille 50 heures par semaine. C'est énorme, mais si tu veux, je le sens même pas parce que une semaine de veto, bah, si tu bosses 35 heures, tu vas cogiter dans ta tête 10 heures de plus, tu vas réfléchir à tes cas, tu vas avoir des cas qui stressent. Donc, au total, ta semaine, en temps intellectuel, elle peut te prendre 60 heures, 70 heures, sans problème. Et là, oui, certes, je travaille beaucoup, mais déjà de travailler pour soi et travailler sans pression, ben, sans enjeu, en fait, sans l'enjeu de la vie et de la mort, c'est une délivrance quand même. J'aimerais juste rebondir sur le fait que, voilà, tu parles de reprendre potentiellement la pratique plus tard. Je trouve ça intéressant parce qu'en fait, Robin Dardel, du coup, dans le dernier épisode, il disait un peu la même chose. Là, il est parti pendant longtemps. Il va avoir sans doute plein de projets un peu partout. Il n'a pas eu le même rejet de la pratique, mais il était aussi dans cette idée de se dire, je me ferme pas la porte et potentiellement, je reviendrai à la pratique plus tard. Et moi, je trouve que c'est un élément hyper important avec notre génération qu'on prend pas toujours en compte quand on pense à ce qu'on appelle l'érosion de la profession, au fait qu'il y a beaucoup de jeunes diplômés qui arrêtent. C'est qu'en fait, il y a plein de jeunes diplômés qui arrêtent très vite, pour une raison ou pour une autre. Mais c'est pas définitif. Mais c'est pas forcément définitif. C'est des gens qui ont cette idée de revenir. Est-ce qu'ils reviendront, est-ce qu'ils reviendront pas? Je pense qu'il est aussi trop tôt pour juger, mais les gens qui sortaient d'école il y a 20 ans, j'ai pas le sentiment qu'ils avaient forcément cette dynamique-là qui se mettait en marche. Donc c'est quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant, en fait, que voilà, tous les jeunes diplômés qu'on reçoit, qui sont au nombre de 2, nous disent la même chose. C'est vraiment très révélateur d'un phénomène à l'échelle sociale. Donc voilà, et j'aimerais juste finir sur une question où je te demanderais quels sont tes projets pour l'avenir, du coup, l'avenir proche, l'avenir lointain avec Therapodia ou autre. Mes projets avec Therapodia, c'est d'axer beaucoup plus vers l'apprentissage de la formation, donc de continuer dans les vidéos éducatives, de combattre des préjugés que tout le monde a sur les insectes, sur les arthropodes en général. Donc de continuer dans cette voie sur YouTube et de même axer plus tard, si je peux, sur de la formation pour, par exemple, tu sais, des gens qui veulent être capacitaires pour avoir tel ou tel arthropode. Et le projet au très long terme, ça serait... En fait, si tu veux, je vois mon avenir professionnel comme une espèce de mosaïque de plein de petits trucs. Et dans l'idéal, pourquoi pas de reprendre le métier de vétérinaire, mais peut-être 1 jour ou 2 jours par semaine. C'est un travail que je trouve très éprouvant et très gratifiant parfois. Quand on sauve un animal, c'est incroyable. Se dire que c'est grâce à nous que l'animal va mieux. C'était dur d'arrêter aussi parce que j'ai laissé beaucoup de gens derrière qui me faisaient confiance, qui m'adoraient. Et ça, j'ai envie de retrouver un peu cette chose-là, ces relations-là. Donc, pour moi, le travail, je le vois comme une mosaïque de plein de choses que j'aime. Je pense que le métier de vétérinaire, c'est fait pour être fait à temps partiel. Ce serait beaucoup plus
sain, en fait, je trouve. On tourne vraiment en boucle, on aurait plus le temps de faire autre chose. Donc, si tu veux, ma semaine type dans plusieurs années, ça va être, je sais pas, je suis veto un jour, je fais des vidéos 2 jours par semaine, je fais des salons, je fais j'en sais rien, des formations, tu vois, vraiment diversifier au maximum ce que je fais. Et c'est aussi un peu ce que j'ai retrouvé dans l'interview de Robin, tu vois, qu'il a besoin, comme beaucoup de jeunes vétos, de pouvoir laisser le temps à ses passions et à d'autres aspects de notre personnalité, en fait. Comme il disait, il y a des gens qui se réalisent entièrement par le travail et c'est cool, et les gens qui ont ça, ils ont beaucoup de chance. Mais il y en a d'autres qui ont besoin de se sentir vivre à côté ou pour autre chose et de pouvoir exprimer leur passion. Et pour moi, ouais, c'est pareil, c'est très important, je pense, d'essayer d'arranger au mieux son travail avec d'autres activités qui peuvent être lucratives ou pas, mais de se laisser le temps de respirer. En plus, le métier de vétérinaire, c'est un métier qui peut être fait à temps partiel. On a tellement besoin de vétos par-ci par-là, quelques jours par semaine. Il y a beaucoup de temps partiel sur le marché du travail, et ça, je trouve que ça peut être beaucoup plus sain pour nous et pour les jeunes vétos en général qui aspirent à vivre à côté, quoi. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. En tout cas, on te souhaite tout le meilleur pour l'avenir dont tu parles. Et on te remercie vraiment d'être venu dans ce podcast. J'espère que l'expérience t'a plu. Oui. Merci beaucoup, Jessica. C'était très intéressant de discuter avec toi. Et puis, merci aussi à toutes celles et tous ceux qui nous ont écoutés, qui nous suivent avec beaucoup d'attention, en espérant que ton parcours puisse leur apporter inspiration et témoignages utiles.